Sous la mer Méditerranée repose une cité engloutie, oubliée depuis des millénaires. Comme une photographie immortalisée dans le temps, ces vestiges témoignent d'une civilisation perdue. Tonis Héracléon, une immense cité antique et un important port de commerce. Pourtant, cette Atlantide semble avoir disparu en un instant, laissant derrière elle peu de traces de son existence. Aujourd'hui, la cité engloutie révèle enfin ses secrets. Des objets dans un état de conservation exceptionnel vont permettre aux archéologues de retracer son destin hors du commun. C'est vraiment Magnifique. un chef-d'œuvre. Tout à fait. Ce voyage dans le passé, à l'époque des pharaons, va nous ouvrir les portes d'une cité mythique. L'une des plus grandes de l'Égypte antique. Il y a 2500 ans, la cité égyptienne de Tonis Héracléon se dressait ici, au bord de l'estuaire du Nil. Aujourd'hui, ces vestiges gisent au large de la côte méditerranéenne. Je laisse derrière moi l'Égypte moderne pour me rendre à 6 km au large, là où se trouvaient les anciennes rives du Nil. La terre s'avançait alors jusqu'ici, et un port s'étendait tout autour de notre bateau. Hélène de Troie et son amant Paris sont venus ici avant le début de la guerre de Troie. D'après la mythologie grecque, c'est également ici qu'Héraclès, l'Hercule des Grecs, est arrivé en Égypte. Pourtant, pendant des siècles, cette cité est tombée dans l'oubli, car peu d'historiens croyaient en son existence. Jusqu'en l'an 2000, quand un archéologue sous-marin français, Franck Gaudiot, retrouve sa trace. Il n'y avait que ça. C'est fabuleux. Ça, c'est extraordinaire. Au fond de l'eau, Franck Gaudiot découvre d'abord un mur d'enceinte. Derrière ce mur se cachent les ruines d'un immense temple égyptien. Ces colonnes en pierre sculptées reposent au fond de l'eau. On peut voir ici l'une des colonnes du temple. Elle est en pierre. Elle est absolument énorme. Le temple n'est que le début d'une incroyable aventure. L'archéologue ne tarde pas à découvrir d'autres murs de pierre, puis des monuments entiers et des inscriptions très anciennes. Parmi les ruines, il trouve des bronzes, des bateaux de cérémonie, de l'or, des bijoux, des pièces de monnaie, ainsi que la plus importante collection d'épaves anciennes jamais découverte. La cité de Tonis Héracléon n'était donc pas un mythe. J'ai travaillé comme archéologue dans le monde entier. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de me rendre sur un site aussi fascinant que celui-ci. Il a fallu attendre 15 ans pour que des fouilles complètes soient autorisées et le mystère enfin élucidé. Celui d'une cité tout entière, avec ses temples, ses maisons, ses bâtiments publics. Cette ville demeurée intacte depuis 2500 ans offre un regard unique sur l'Égypte à une période charnière de son histoire. On a rarement eu la chance d'étudier une ville dont l'existence a été si longue. Héracléon a vécu pendant plus de 1000 ans. Elle a été occupée depuis la fin de l'ère pharaonique et le règne des grands pharaons jusqu'à l'arrivée d'Alexandre et le début de l'époque hellénistique.
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel rôle jouait ce port dans la région et dans la vie quotidienne des Égyptiens. Franck Gaudio et son équipe ont entrepris de cartographier la totalité du site. Héracléon était construite sur des îlots séparés par des voies d'eau et des ports. C'était grand comment, à ton avis? En tout, on a une ville d'1,8 km sur 1,2 km. D'accord. C'était immense. C'était donc sans aucun doute une cité importante en termes d'influence. Mais pour quelle raison? Le nombre de temples est un premier indice. On a trouvé les ruines d'un immense temple ici. On en a aussi un plus petit là. C'est un temple en l'honneur de l'entité divine Ron-Sutot. Et on en a un autre là, ou plutôt un sanctuaire, en l'honneur d'Osiris. C'est incroyable. Tu peux me montrer où notre bateau se situe sur la carte? On a jeté l'ancre juste là, au-dessus du temple d'Amon. Tout porte à croire qu'Héracléon était une capitale religieuse. Au fond d'une voie d'eau étroite, l'équipe a fait une découverte exceptionnelle. Tu veux que je te tienne la bouteille? Damien Robinson, archéologue et chercheur à l'université d'Oxford, participe aux fouilles. La boussole est un équipement essentiel, car la visibilité n'est pas très bonne. Des pièces sacrées jonchent le fond de l'eau, et parmi elles, un objet particulièrement précieux. On va faire une petite balade. L'épave d'un bateau splendide, magnifiquement préservé. Long et profilé, il a été construit avec soin. Il est en sycomore, un bois de très haute qualité, et il est cerné d'objets rituels. Ce bateau a coulé vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il devrait nous en apprendre beaucoup sur ce qui s'est passé à Héracléon à cette époque. La forme du bateau et la qualité du bois indiquent qu'il pourrait s'agir d'une barque sacrée. Ces bateaux de cérémonie sont représentés un peu partout en Égypte. Mais en débusquer un vrai est extrêmement rare. C'est d'ailleurs la seule barque sacrée datant de cette époque jamais découverte. Des textes anciens décrivent la grande cérémonie que les Égyptiens donnaient en l'honneur de la résurrection du dieu Osiris. Il s'agit peut-être de l'un des bateaux de la procession. De nombreuses offrandes ont d'ailleurs été retrouvées tout autour du bateau. Certains de ces objets sont d'une extraordinaire richesse. Ces trésors sous-marins offrent une mine d'informations sur les pratiques religieuses pendant l'Antiquité. C'est là? Oui. Au laboratoire des fouilles situé à Alexandrie, d'autres objets témoignent de l'importance d'Héracléon dans la vie sacrée des Égyptiens. Des louches en bronze, avec l'extrémité là, en forme de tête de canard. 70 de ces louches ont été retrouvées à proximité du temple. À Héracléon, on a trouvé davantage de louches que sur tous les sites archéologiques de toute l'Égypte confondue. C'est incroyable. En effet, merci. La louche est un objet rituel important. Le prêtre s'en sert pour purifier les offrandes avec les eaux du fleuve sacré. Ces louches font partie de tout un éventail d'objets votifs rares retrouvés sur le site.
Qui faisait ces offrandes et déposait ces objets? Les objets les plus gros étaient des offrandes faites par les prêtres. D'accord. Les habitants de la ville faisaient de petites offrandes. Les objets votifs sont l'incarnation matérielle des prières. Un vase miniature. Leur forme représente le contenu de la prière ou son auteur. Et là, on a une encre minuscule, vraiment très jolie. Cette encre symbolisait peut-être la prière d'un marin. Un petit éléphant pour le dieu. Et ce magnifique éléphant, celle d'un soldat. La dynastie des Lagides se servait beaucoup des éléphants pour faire la guerre. Oui, pour leur force. En plus des offrandes modestes laissées par des ouvriers, des marins ou des soldats, les archéologues ont trouvé des objets très raffinés, fabriqués par des artisans spécialisés. Franck Gaudio me montre l'une des pièces maîtresses de la collection. L'un des chefs-d'œuvre d'Héracléon, c'est ce pharaon. Incroyable. C'est une couronne bleue, celle que portait le pharaon pour défendre l'Égypte. Regarde ces détails. Cette statuette a plus de 2500 ans. À cette époque, une seule personne a pu faire une offrande d'une si grande beauté, le pharaon lui-même. Un chef-d'œuvre de statuaire égyptienne. Oui, beaucoup de ces objets sont de très belles factures. Un objet d'une telle qualité ne peut être qu'une offrande du pharaon lui-même pour le temple. C'est incroyable. Est-ce que tu as des objets préférés? C'est possible? Je ne devrais pas, mais j'avoue que c'est un de mes objets préférés. C'est une pièce absolument exquise. Tonis Héracléon est donc un centre religieux important. Mais ce n'est sans doute pas là son unique rôle. L'influence de la cité dépasse celle de ses temples. C'est quoi cette grosse pierre? C'est du marbre. Il s'agit plus précisément d'une stèle mortuaire. Regarde cette inscription. C'est un très beau texte en grec. Il parle d'un jeune homme de 18 ans qui est mort à la guerre et qui est enterré à Héracléon. Voici ce qui est écrit. Sigi Lycos, fils de Lykiskos. Il vivait dans la cité de Priene, sur la terre de son père. Il n'a pas vacillé devant la phalange, mais sous les coups de l'ennemi. Il est mort sur le champ de bataille. La stèle a été retrouvée dans une cité égyptienne à côté d'un temple pharaonique. Et pourtant, c'est celle d'un soldat grec. Tonis Héracléon se dressait à l'entrée de l'estuaire du Nil, aux portes de l'Égypte. Elle occupait donc un rôle stratégique. Pendant les années d'existence de la cité, l'Égypte est envahie par la Perse, conquise par Alexandre le Grand et sujette à de nombreuses luttes de pouvoir interne. Pourtant, les trésors d'Héracléon les plus évocateurs ne sont pas des armes ou des lances, mais quelque chose de bien plus petit. Bonjour. Bonjour Marie. Sur quoi tu travailles aujourd'hui? Ce sont des pièces que vous venez de remonter? Oui, elles sortent tout juste de l'eau. Marie fait partie de l'expédition menée par Franck Gaudio. Elle travaille sur l'une des centaines de pièces de monnaie grecques retrouvées ici. C'est une pièce grecque. Une pièce complète? Oui. Elle est un peu abîmée là, tu vois? Ouais, on voit les grands yeux d'une chouette. De grands yeux. Et des plumes. Il y a les plumes, oui. Ce n'est pas n'importe quelle pièce. Elle vient d'Athènes. C'est difficile à voir, mais il y a la tête d'Athéna et ses cheveux. À cette époque, l'Égypte n'a pas sa propre monnaie. Le commerce et les impôts se paient en nature. Et là, on a des lettres grecques. Oui, tout à fait. Ces pièces servent à payer les Grecs arrivés d'Athènes, des soldats appelés à Héracléon pour défendre l'Égypte.
Les pièces comme celle-ci étaient sans doute frappées en Égypte pour payer les mercenaires grecs. C'est très intéressant qu'elles soient faites exclusivement pour les mercenaires. Cela renforce l'idée d'une présence militaire ici. Celle de mercenaires payés spécifiquement pour protéger le site. Lycos était peut-être l'un de ces soldats. Et la monnaie qui a servi à le payer avait peut-être été frappée ici, à Héracléon. La cité n'était donc pas simplement une porte d'accès à l'Égypte. Elle participait à la défendre. Les fouilles archéologiques ramènent à la vie cette cité oubliée. Nous savons désormais que Tonis Héracléon était une ville importante, peuplée de soldats, de marins et de croyants. Mais ce site spectaculaire cache encore bien des mystères. Un autre aspect inédit d'Héracléon est qu'elle n'a pas 1, 2 ou 3, mais 64 épaves de bateaux. C'est incroyable d'en trouver autant sur le même site, surtout datant d'une époque si ancienne. En Méditerranée, il y a beaucoup de sites romains, mais très peu de sites plus anciens. Et il n'y a jamais autant d'épaves au même endroit. C'est l'occasion pour nous d'explorer différents types de bateaux. Ceux qui transportaient des marchandises, ceux qui servaient à acheminer la cargaison de plus gros bateaux jusqu'au rivage, ou encore les bateaux de marchandises qui s'engageaient sur le fleuve vers le delta du Nil. Les différentes constructions navales nous en apprennent aussi beaucoup sur la technologie et donc sur les hommes, les communautés maritimes et la vie quotidienne dans la cité d'Héracléon. Parmi les bateaux échoués ici, l'un d'eux a une importance toute particulière. Voici la proue du bateau. Il est beaucoup plus grand que la barque sacrée vue plus haut. Il mesure 28 mètres de long. Les planches sont taillées dans un bois de la région. C'est de l'acacia. Il est idéal pour la construction navale. Hérodote a décrit un bateau de navigation fluviale appelé baris quand il est venu en Égypte. Et c'est plus ou moins ce qu'on a là. Ces embarcations n'ont été vues nulle part ailleurs. Elles sont parfaitement conçues pour cette région du Nil. Les baris sont des bateaux de marchandises. Ce baris dévoile un autre visage d'Héracléon. Celui d'un port fréquenté par des flottes commerciales. Et ce commerce ne se limite pas à la région. Le fond de l'eau est jonché d'encre de provenance multiples. Celle-ci appartient à un navire de haute mer. Elle possède sur le dessus un trou pour passer une corde et en dessous des trous pour planter des pieux en bois dans le sable. Il y a aussi des objets de Perse, de Vénétie et de Chypre. Héracléon n'était donc pas qu'un petit port local. Il était fréquenté par des marins venus de très loin. Du fond de l'eau, les archéologues ont remonté une pièce qui confirme cette hypothèse. Une stèle gravée de hiéroglyphes. Cette superbe stèle en granit noir de près de 2 mètres de haut regorge d'informations. Une stèle gravée est comme un décret public. Celle-ci a été retrouvée en plein cœur de la cité. Et le nom de notre cité? Héracléon. Héracléon. Cette stèle est plus ancienne que la pierre de Rosette, qui date de 196 avant Jésus-Christ. Elle a survécu à plus de 2000 ans d'histoire, parfaitement intacte. Elle a été commandée par le pharaon Nectanebo Ier. On le voit ici, présentant des offrandes à la déesse Neit. Et à droite,
on voit la date de la commande, la première année du règne de Nectanebo, soit en 378 avant Jésus-Christ. Cette pierre à première vue religieuse a en réalité une autre utilité, récolter l'impôt. Ici, on voit le montant des taxes prélevées. 10% sur des matériaux comme l'or, l'argent, le bois brut et le bois sculpté. C'est donc à Héracléon que sont collectées les taxes douanières sur les importations. La stèle concerne tout ce qui vient de la mer des Grecs, c'est-à-dire la mer Méditerranée. Tout en bas, on trouve des références précises au port d'Héracléon, situé en effet à l'embouchure de la mer des Grecs. Une nouvelle référence à la Méditerranée. Ces symboles représentent les bateaux étrangers qui arrivent dans le port. Et cette partie de la stèle fait référence au port d'Héracléon. Là, il est écrit Tonis, le nom égyptien d'Héracléon. Cette pierre présente un autre détail surprenant. La stèle découverte à Héracléon n'est pas unique. Une stèle identique a été retrouvée une centaine d'années plus tôt sur le site de Naucratis. Naucratis était le plus grand poste commercial de la région. Toutes les marchandises venues de Grèce transitaient par ici. C'est l'un des sites archéologiques les plus importants d'Égypte. Ces stèles jumelles sont porteuses d'une information capitale. La cité d'Héracléon est non seulement aussi importante que Naucratis, mais les deux sont complémentaires. Héracléon et Naucratis, cet immense empire grec, travaillaient en étroite collaboration. Les deux ports permettaient d'acheminer les marchandises vers la capitale, Saïs. La cité engloutie, carrefour essentiel du commerce international, est plus qu'un port légendaire. C'est un lieu vital pour l'Égypte. Oubliée pendant des millénaires, Tonis-Héracléon est donc une ville riche et d'importance religieuse, stratégique et commerciale. Les archéologues ne sont pas au bout de leur surprise. Lors d'une nouvelle plongée, Franck Gaudiot trouve tout près du temple central la tête d'une statue colossale. Puis une autre tête, un torse et des jambes. En tout, il reconstitue 3 statues. La première représente Hapi, le dieu personnifiant les inondations bienfaitrices du Nil. Les 2 autres représentent le pharaon et sa reine. Elles mesurent chacune environ 5 mètres de haut. Commandées par le pharaon lui-même, les statues ont été taillées à terre, puis transportées par bateau jusqu'au temple d'Héracléon. La statue du pharaon découverte le représente avec des attributs divins, comme s'il était le maître de l'univers, un pouvoir conféré directement par les dieux. Les dernières fouilles sous-marines laissent à penser que le pharaon recevait ce droit divin ici même, à Héracléon. Ce coffre en pierre est moins spectaculaire que les statues, mais plus symbolique. Il s'agit du Naos, le cœur sacré du temple qui abrite le dieu. Des droits dynastiques précis sont inscrits sur cette pierre sacrée. Des droits que chaque pharaon doit appliquer pour légitimer son autorité. Le pharaon devait se rendre dans ce temple pour recevoir de la main du dieu Amon le droit de régner. Et on a la preuve que lorsqu'il venait à Héracléon, il séjournait dans un palais spécifique qui lui était réservé.
Ptonis Héracléon n'est donc pas seulement un port de commerce important. C'est ici que les nouveaux pharaons reçoivent les droits dynastiques qui les autorisent à régner sur l'Égypte. Pour comprendre la portée symbolique de ce geste, je me rends à plus de 800 km au sud, sur le site du complexe religieux de Karnak. Karnak a longtemps été le siège du pouvoir en Égypte avant qu'il ne soit déplacé plus au nord, dans le delta du Nil. Le plus incroyable, c'est la dimension du lieu. Oui, on le sent dès qu'on pénètre sur le site. C'est époustouflant. Le temple de Karnak est le précurseur d'Héracléon. Il jouait le même rôle dans l'intronisation des pharaons par le dieu Amon. Elisabeth Froude étudie ce site depuis plus de 8 ans. Amon était le dieu le plus important d'Héracléon. Vous pouvez m'expliquer quel rôle il jouait ici? Bien sûr. C'est un dieu majeur et l'un des tout premiers. Mais son lien avec les pharaons et le complexe de Karnak n'est apparu qu'au début du nouveau royaume. Il est toujours relié à l'idée de royauté et de transmission du pouvoir royal. Partout sur les colonnes autour de nous, Amon est représenté avec le pharaon. C'est lui à gauche? Oui, son signe le plus caractéristique, c'est sa couronne. Elle est ornée de 2 longues plumes. Toutes les scènes représentant des êtres humains montrent le pharaon et le dieu Amon qui se livrent à des rituels devant lui. Quiconque pénètre dans un temple égyptien est donc assailli d'images de la royauté. Le roi tire sa légitimité de cette relation intime ritualisée avec les dieux. Comme à Héracléon, Karnak n'est pas seulement un lieu sacré. Il permet d'asseoir le pouvoir royal. Mais à qui s'adressent ces inscriptions? Qui le roi cherche-t-il à impressionner par son pouvoir divin? Elisabeth Froude pense avoir trouvé la réponse, sur des graffitis. Pour moi, un graffiti est un nom gribouillé sur un mur. C'est bien de ça dont vous parlez? C'est ça, oui. On a beaucoup de choses gribouillées par des scribes et d'autres membres du temple, qui écrivent leur nom ou leur titre un peu partout sur les murs. Parfois, ils font aussi un petit dessin. Allons voir. Oui, allons jeter un œil là-dedans. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui. C'est la signature d'un membre du personnel du temple. Son nom, Nebuneb, est inscrit ici. Il dirige l'équipe de boulangers ou quelque chose qui s'en rapproche. On a du mal à lire son titre. Il y a plus de 3000 ans, un ouvrier égyptien s'est assis à cet endroit et a gravé ce dessin. Ici, on a un dessin d'Amon, l'une de ses représentations. Oui, je le vois. On voit les plumes. On s'imagine souvent que les ouvriers des temples étaient invisibles. C'est vrai. Mais soudain, par ces graffitis, ils nous apparaissent. On ne saura jamais pourquoi il a gravé cela ici, mais lui le savait. On se sent soudain proche de cet être humain qui a vécu ici il y a très longtemps, et ça n'arrive pas souvent. C'est vrai. Grâce à ce graffiti, nous pouvons nous représenter ces individus ordinaires qui gravitent autour du temple. L'éventail des tâches qu'ils accomplissent est résumé dans cette immense inscription. Cette inscription est un message du grand prêtre d'Amon, qui s'appelle Roma, ou Roy. Il s'adresse à des ouvriers qui travaillent là-bas. Il leur promet un nouveau bâtiment. Il accueillera des brasseurs, des boulangers et des artisans, tous ceux qui produisent des offrandes pour le temple. C'est donc aux prêtres, aux scribes, aux boulangers et aux artisans que le pharaon s'adresse quand il proclame son lien avec le dieu Amon et son droit à régner sur l'Égypte. Mille ans plus tard et à 800 km de là, c'est à Héracléon que les derniers rois d'Égypte viennent chercher leur légitimité. Les vestiges retrouvés l'attestent. La cité engloutie était un centre religieux de premier plan pour la dynastie des pharaons.
Mais le mystère reste entier. Pourquoi Thonis Héracléon a-t-elle disparu sans laisser de traces? Et comment est-elle tombée si vite dans l'oubli? Il y a plusieurs hypothèses. Héracléon a pu être détruite par un tremblement de terre ou un raz-de-marée, engloutie par les eaux du Nil en crue, ou tout simplement désertée alors qu'elle s'enfonçait lentement sous les eaux de la Méditerranée. Héracléon était constituée d'îlots et de voies d'eau à l'embouchure de ce grand fleuve. Donc elle était sujette aux inondations. Avant le début du XXe siècle, quand mon arrière-arrière-grand-père a participé à la construction du barrage d'Assouan, le fleuve débordait régulièrement et transformait des routes en rivières et des villages en îles. Le Nil est une formidable source de vie. Il nourrit la terre d'eau douce et de limons fertiles, mais il est aussi très destructeur. Je me rends sur l'île de Rhoda au Caire pour comprendre à quel moment de l'année le Nil était le plus dangereux. Il était fondamental que les Égyptiens connaissent les variations du niveau du Nil pendant son cycle annuel. On a ici un exemple d'échelle graduée, ce qu'on appelle un nilomètre. Il renseignait les Égyptiens sur le niveau du fleuve pendant toute une année. C'était une information tellement importante pour eux qu'au fil du temps, ils ont fait des nilomètres de plus en plus sophistiqués. Voici sans aucun doute le modèle le plus sophistiqué sur le marché du nilomètre. Ces trois ouvertures permettaient au fleuve de s'engouffrer et la majeure partie de l'année, toute cette zone était inondée. Donc, je devrais être sous l'eau. Cette immense colonne est le nilomètre. Chaque niveau est indiqué en coudées, ce qui donne une idée précise de l'élévation annuelle des eaux du Nil. Les prêtres savent exactement quel niveau est synonyme de prospérité, de champs fertiles et de bonnes récoltes, et lequel est synonyme d'inondation et de famine. Plus on monte le long de l'échelle, plus on franchit des étapes. 12 coudées signifie la faim, 14 coudées le bonheur, 16 coudées l'abondance, la joie, la fête. Mais plus haut, les réjouissances s'arrêtent net. Si le niveau du Nil dépassait les 16 coudées, c'était synonyme de dévastation dans tout le pays. Les prêtres ne font pas que mesurer le niveau du fleuve. Ils le notent dans des registres. Certains ont été conservés. Le graphique que j'ai sous les yeux est le relevé détaillé des crues du Nil vers l'an 600, enregistré ici, sur le nilomètre de l'île de Rhoda. On remarque des crues particulièrement hautes, des méga-inondations en quelque sorte. Ces inondations ont eu lieu au 7e et 8e siècle. Mais ce ne sont pas celles-ci qui ont détruit Héracléon. Car à cette époque, la cité ne se trouvait déjà plus sur les rives du Nil. Quand le Nil traverse le delta vers la Méditerranée, il se divise en plusieurs branches. Dans l'Antiquité, il y en avait 7. La plus à l'ouest s'appelait la branche canopique. C'est à l'embouchure de ce bras que se dressait la cité d'Héracléon. Je rencontre le géologue Clément Flot, spécialisé dans la région et en particulier dans la branche canopique, pour comprendre comment ce bras du Nil a pu disparaître. On est actuellement sur la branche de Rosette, qui doit beaucoup ressembler à la branche canopique qui existait dans l'Antiquité. Oui, tout à fait.
On est ici au sud de la ville de Rosette. Et voilà où se trouvait la branche canopique. Elle était dans la partie basse du delta, d'un point de vue sédimentaire, avec ce genre de végétation qui pousse dans l'eau. Comme les papyrus, d'accord. Avec le temps, le limon déposé par le Nil s'est accumulé et a bouché la branche canopique, la réduisant à un simple ruisseau de vase. Sait-on à peu près à quelle date la branche canopique a cessé d'être praticable? Il faut distinguer l'embouchure du reste de la branche. C'est l'embouchure qui a été la première envasée, sans doute en raison du canal d'Alexandrie qui passait juste au sud et qui a détourné l'eau qui alimentait la bouche. D'accord. Le flux s'est réduit à l'embouchure. Donc, vous pensez que c'est autant le fruit de l'intervention humaine que de l'envasement naturel de la branche canopique? Oui, Sait-on précisément quand la branche canopique s'est envasée? pas précisément, parce que le processus a été progressif. On sait que vers le 5e ou le 6e siècle, la bouche n'existait plus. Elle semble avoir disparu à cette époque, au 5e ou 6e siècle après Jésus-Christ. Héracléon n'a donc pas subi les inondations gigantesques du Nil qui se sont produites 2 siècles plus tard. Les rives du fleuve s'étaient déjà écartées de la cité. Cependant, les mouvements du Nil ont sans aucun doute joué un rôle dans le déclin d'Héracléon. Son importance stratégique et commerciale était indissociable de son activité portuaire. Une fois la branche canopique bouchée, son port s'est retrouvé paralysé. Mais ce n'était qu'une mort annoncée, car le port d'Alexandrie, fondé par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ, lui faisait déjà de l'ombre. Alexandre a construit son port ici, car une barrière de récifs longeait toute la côte. C'était une base solide pour le port. Plus le port d'Alexandrie grandit, plus celui d'Héracléon décline. Avant même que la cité ne soit engloutie, son influence a déjà diminué au profit de la nouvelle capitale égyptienne. C'est peut-être pour cette raison que sa chute est à peine évoquée dans les textes. Mais cela n'explique pas comment elle a disparu sous les vagues. Une catastrophe naturelle pourrait être à l'origine du drame. Franck Gaudiot a demandé une analyse géologique du site. Elle a permis de faire une découverte étonnante. Un cimetière de bateaux. Voici le port principal de la cité d'Héracléon. Et au centre du port, 6, 7, 8 épaves de bateaux. Pourquoi sont-elles là? Comment sont-elles arrivées là? Sont-elles le fruit d'un seul événement ou d'une suite d'épisodes étalés dans le temps? S'il s'agit d'un événement unique, alors il était forcément catastrophique. Au premier abord, tout semble indiquer un raz-de-marée. Mais Damian Robinson a remarqué sur ces épaves quelque chose de singulier. Voici l'emplacement où on a fouillé. On a trouvé un pieu long et plutôt épais qui semble traverser le fond du bateau. Donc, l'une de nos hypothèses pour l'instant, c'est que ce pieu a servi à clouer le bateau au fond de l'eau. Ce bateau ne s'est pas échoué naturellement. Il a été volontairement sabordé et placé dans cette position. Cette partie de l'épave est particulièrement intéressante. Elle a été recouverte de pierres, empilées sur l'épave pour qu'elle ne remonte pas et reste bien au fond. On a retrouvé ces mêmes pieux dans beaucoup de bateaux du cimetière. Les Égyptiens les ont positionnés exactement là où ils le voulaient. Lorsque des bateaux sont abandonnés, ils sont simplement laissés à la dérive
et non cloué à un emplacement précis. Les habitants d'Héracléon tentaient peut-être d'édifier une structure. J'ai patiemment attendu ici que tu remontes. Clouer des bateaux au fond du port, ça n'a rien de banal. J'imagine que vous vous demandez pourquoi ils ont fait ça. C'est l'une des énigmes qu'on essaie de résoudre. D'habitude, on ne coule pas un bateau en plein milieu d'un port. Et encore moins 7 ou 8 bateaux. En effet, on sait qu'il y avait un phénomène d'envasement dans la partie nord du site. Tu crois que c'est lié? C'est possible. Si l'entrée nord était déjà bouchée, ils ont peut-être cherché à créer artificiellement une bande de terre. La partie nord du site commençait à s'enfoncer, donc ils voulaient peut-être faire un îlot. Ce cimetière pourrait être un exemple de récupération de terre à l'époque antique. Je suis très intriguée par ce que Damian vient de me montrer. Cette idée que les bateaux ont été volontairement coulés au centre du port d'Héracléon. Ce n'est pas si inhabituel pendant l'Antiquité, mais ça l'est à une période si précoce. Damian pense avoir une explication. Lorsque ces bateaux ont été sabordés, plusieurs régions du site s'enfonçaient déjà. Héracléon était en train de sombrer. Une autre épave vient ajouter au mystère. D'après ce que tu m'as dit, l'un des bateaux a connu un naufrage dramatique. C'est l'épave 61, au sud du temple. Elle était amarrée sans doute à proximité du temple. Sur cette épave, on a trouvé un bloc de calcaire appartenant au temple, et même plusieurs colonnes qui se sont effondrées. Des colonnes du temple sont tombées sur le bateau et l'ont écrasé. Certaines céramiques remontées du temple sont très faciles à dater et en excellent état, parfois même intactes. On en a retrouvé plusieurs couches sous l'épave. Ces céramiques prises au piège de l'épave peuvent être datées avec précision. C'est formidable pour un archéologue de remonter une pièce qui a pratiquement une date collée dessus. Elle marque un instant précis dans le temps. Oui, c'est un peu comme une image, Ouais, une photo. la photo d'un événement qui a duré quelques secondes. Nous sommes peut-être devant la scène de la chute d'Héracléon. Les céramiques et les autres objets datés désignent quelle période? La toute fin du IIe siècle ou le début du 1er siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Le fait que le temple soit tombé sur ce bateau qui était amarré à proximité signifie que c'est arrivé brusquement. Et parmi les débris, on a trouvé des morceaux de poterie qui nous donnent la date précise de l'effondrement du temple. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, le siège du pouvoir d'Héracléon a donc été détruit. Pourtant, aucun séisme ni aucun raz-de-marée ne se sont produits à cette période. Alors, quelle catastrophe naturelle a bien pu détruire la cité? L'association d'un affaissement et d'un effondrement soudain est porteuse d'un indice clé. Accompagné de géologues, Franck Gaudio va étudier le sol situé directement sous le site. Branchez-le. C'est prêt. En prélevant des échantillons, ils s'aperçoivent qu'il y a 2000 ans, le sol était un mélange de limon, de sable et d'argile déposé chaque année par le Nil en crue. Pour mieux comprendre ce que cela implique, je rencontre le sédimentologue Jeff Pickle. Bonjour. Bonjour. Quel magnifique paysage. Oui, la vue est vraiment splendide. Tout à fait.
Voir ainsi l'entrée de l'estuaire permet d'établir une comparaison intéressante avec l'entrée de la branche canopique sur laquelle Héracléon a été construite. J'aimerais en apprendre un peu plus sur cet environnement deltaïque. Les environnements deltaïques sont les plus actifs et les plus singuliers sur Terre. Ils se développent jusqu'à un point de basculement, quand les sédiments s'effondrent et se déplacent. Ils sont aussi très sujets à l'érosion et donc à l'affaissement. Un delta est loin d'être statique et stable. Ses voies d'eau sont mouvantes aussi bien que sa surface terrestre. Ce point de basculement, tel que vous le décrivez, est-il soudain? Quel en est le déclencheur et à quelle vitesse le changement peut-il se produire? C'est en effet quasi instantané. Les sédiments peuvent s'effondrer sous leur propre poids, mais ils sont plus souvent poussés par un événement de plus grande ampleur. Une crue importante, un raz-de-marée ou encore un séisme. Cela va entraîner le basculement. Le sol peut alors s'affaisser ou s'éroder. Mais un autre phénomène étrange se produit parfois. Et c'est peut-être ce qui s'est passé à Héracléon. L'équipe a prélevé une série d'échantillons dans la région et je sais que vous les avez examinés. Y avez-vous vu quelque chose de particulier qui pourrait expliquer ce qui s'est passé sur ce site? Oui, ils sont très étranges. Normalement, quand on regarde des échantillons, surtout de l'ère moderne, on s'attend à voir des strates bien nettes et horizontales. Parce que les sédiments se déposent presque toujours horizontalement dans la nature. Mais au milieu de celles-ci, on a des couches de sédiments déformées. C'est un indice important car c'est un signe de liquéfaction, quand un solide devient liquide. Le sol sous la cité d'Héracléon ne s'est pas simplement enfoncé. Il s'est liquéfié. Je vais vous faire une démonstration de liquéfaction très simple, mais très parlante. Voici un aquarium rempli de sable et d'eau. Pour l'instant, c'est un environnement stable. Mais comme vous le savez, les deltas sont par définition des milieux instables. Et pour vous le prouver, je vous ai apporté un petit temple à poser dessus. C'est génial, merci beaucoup. Donc voici le temple d'Héracléon posé sur un sol ferme, ou du moins qui paraît solide pour l'instant. Un certain nombre d'éléments déclencheurs peuvent transformer le solide en liquide. Pour notre expérience, on va simuler un petit tremblement de terre grâce à ça. Je vais simplement tapoter tout doucement sur la paroi de l'aquarium et on va commencer à voir des changements. On voit déjà un changement radical. L'eau remonte à la surface et notre temple commence à se déplacer. Ce qui se passe, c'est que le sable se densifie et qu'il expulse de l'eau sous l'effet de la pression. Par endroits, il se transforme en liquide. Et comme vous le voyez, la base du temple s'enfonce dans le sable. Le sable et la vase n'ont besoin que d'une force mineure pour que de l'eau s'en échappe. Des monuments érigés sur un sol instable et vaseux peuvent donc s'écrouler comme si leur fondation avait été construite sur des sables mouvants. La démonstration que Jeff vient de me faire du processus de liquéfaction montre très concrètement qu'Héracléon était bâti dans un paysage vulnérable et que ce paysage a pu changer brusquement. Le même phénomène sédimentaire s'est produit en Nouvelle-Zélande en 2011. La liquéfaction du sol accélérée par un tremblement de terre a ravagé la ville de Christchurch. Imaginez l'impact sur une cité antique, avec ses temples immenses et ses structures dépourvues de fondations. Il n'y a pas eu besoin d'un énorme raz-de-marée, ni d'un violent tremblement de terre, ni même d'un événement digne d'être signalé par les historiens de l'époque. C'était peut-être un incident mineur, mais dont l'impact a été dévastateur. Tony Héracléon a lentement été englouti, puis oublié pendant plus de 2000 ans. Les rives du Nil, source de vie, étaient en fait trop instables à cet endroit pour y construire une ville.
Malgré son prestige, le règne d'Héracléon ne pouvait être qu'éphémère. Ironie du sort, le limon du Nil, qui a détruit la cité d'Héracléon, est aussi ce qui a permis de la préserver de façon si intacte. Aujourd'hui, nous pouvons reconstruire la cité pièce par pièce. Une cité religieuse avec ses temples, sa garnison militaire qui protégeait le pays des invasions, son immense port qui reliait l'Égypte au reste du monde, et une cité royale indispensable à la permanence du pouvoir pharaonique. Après des milliers d'années en sommeil, Thonis Héracléon s'éveille et dévoile enfin son vrai visage. Celui de l'une des plus formidables cités de l'Égypte antique.